Fidèles téléspectateurs de la Belle Télévision, bonsoir et merci de me retrouver dans ce nouveau numéro de Tête à Tête. Mon invité d'aujourd'hui est un expert en finance et également le cofondateur et directeur général de EMEI, société d'investissement. Mokhtar Sarr, bonsoir et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonsoir Penda, merci beaucoup. Qui est Mokhtar Sarr? En quelques mots, je suis un Sénégalais, mais j'aime bien qu'on me décrit comme panafricain. Ça, c'est indéniable. Mais j'ai mes origines dans le nord du Sénégal, précisément à Guendar, Saint-Lusien, et puis du côté maternel, je suis de Diourbel, pur Baol, ensemble. Je suis un enfant du Sénégal où j'ai fait tout mon parcours académique avant de rejoindre la France pour mes classes prépa. Si vous voulez, je suis vraiment un pur produit des profondeurs du Sénégal, mais aussi des profondeurs de Dakar, de la banlieue, puis du lycée Lamine Gueye où j'ai eu mon baccalauréat en 1997, poursuivi des classes prépa HEC à ISM sur la promo 97 avant de continuer mon parcours académique en France en école de commerce sanctionné par un master en asset management et salle de marché. Plus tard, effectivement, donc j'ai démarré ma carrière un peu entre le Sénégal et la France, si vous voulez, un peu avec Sonatel en 2001, mais aussi plus tard en France en 2002. Bien étant étudiant, j'étais en alternance. Mais il est vrai que ce son panafricain dont je parle assez souvent a pris le dessus sur beaucoup de choses. Vous avez fait le tour des sous-régions, de la sous-région? Oui, plus tard même, mais il était clair que je n'étais pas fait pour l'Europe. Ça, c'était un acquis. Donc, 2002-2001, dès que j'ai fini, j'ai ressenti ce besoin de rentrer, malgré toutes les propositions qui étaient sur la table. C'était une année particulièrement difficile, si on se rappelle bien. C'était la crise Enron, Mebicom, où vraiment tout était gelé en finance de marché. C'était très compliqué. Mais je pense que j'avais fait le bon choix en rentrant et puis en faisant une orientation stratégique de ma carrière pour quitter tout ce qui était expertise salle de marché et redescendre dans la banque traditionnelle. Donc j'ai démarré à la BNP Paribas à Paris pour rejoindre la filiale au niveau de Dakar, mais pour faire carrément quelque chose de totalement différent. La filiale de Dakar, c'est bien la B6? Tout à fait, avec la B6, avec M. Amadou Kane qui était mon DG et qui a beaucoup participé à ce retour. Donc c'était le début d'une aventure au niveau des multinationales. Sur la B6, un parcours bancaire où on a beaucoup appris. On a l'habitude de dire qu'à la B6, c'est une grande école, on apprend énormément. Et j'avoue que j'ai beaucoup appris personnellement de ce parcours qui a forgé et qui a défini beaucoup de choses plus tard dans ce que j'étais en train de faire, dans ma carrière. Par la suite, j'ai quitté la B6, le secteur bancaire, pour retourner dans le secteur financier en m'occupant de toute la partie trésorerie du groupe SOPAF, Shell Oil Product Africa, pendant un peu moins de 2 ans. Là-bas aussi, c'était une nouvelle expérience qui c'était le premier contact que j'ai avec le monde anglo-saxon. Parce que quand on a étudié en français, aller en France, intégrer BNP Paribas, jusqu'à présent, c'était une touche purement francophone. Et avec SOPAF, c'était quelque chose d'assez différent, très intéressant, cette ouverture et ce mindset, cet état d'esprit, comme on le dit. Et je suis resté pendant un peu moins de 2 ans avant de faire ce grand plongeon dans l'entrepreneuriat depuis 2008-2009. Vous avez commencé l'entrepreneuriat? Voilà, où vraiment c'était assez compliqué pour moi de ne pas être maître de mon temps. Parce que j'ai l'habitude de dire, le plus dur quand on est salarié, c'est de ne pas être maître de son temps. D'être obligé de faire la routine, de faire toujours la même chose. Bon, il y a des gens qui sont faits pour, c'est très bien, mais il y a d'autres personnes qui sont structurellement designées, dessinées pour vraiment faire un peu de tout, toucher à tout et ne pas s'ennuyer, puis vraiment être maître de son temps. C'est le début d'une aventure assez intéressante en 2009. Je me rappelle qu'il m'a conduit très rapidement dans la sous-région à Bamako, où je connaissais personne, c'était ma première fois. Je débarque et puis je regardais à la liste des Sénégalais qui vivent là-bas. Je les ai contactés juste pour prendre la température. Mais ce début d'entrepreneuriat, en fait, on dit souvent il y a l'entrepreneuriat conseil et il y a l'entrepreneuriat investisseur, mais vraiment c'était le début d'un entrepreneuriat conseil, dans ce que je savais faire, qui était tout ce qui est conseil financier. Et je le raconte toujours avec beaucoup de fierté et avec le sourire,
En faisant le conseil financier pour les PME, la première transaction qui m'a fait rentrer de l'argent, c'était la structuration d'un financement pour une PME sénégalaise. Non, à Dakar. En l'occurrence, Transport Ousmane Diagne, qui est dans le transport des hydrocarbures pour l'acquisition des camions. Et ça m'a beaucoup aidé psychologiquement, mentalement, pour dire c'est possible. Que c'était possible de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est très dur, il ne faut pas se leurrer, mais de réaliser de belles choses tout en créant en fait cette joie, ce bénéfice partagé avec un écosystème acteur de développement car créant des emplois. Et de là, je pense que j'ai continué toute l'activité conseil financier qui m'a amené au Niger sous le régime Tandian où j'ai beaucoup travaillé aussi dans le conseil des PME entre Dakar et Niger jusqu'à rejoindre plus tard avec un ami qui est dans les télécoms, Nex, où j'ai travaillé avec mon co-disciple Mohamed sur le département Corporate Finance et tout ce qui est développement dans la sous-région. Et là, vraiment, c'était un boulevard pour moi. Et je pense que j'étais toujours entre deux avions, toujours entre Bangui, Gabon, Bamako, Niger, qui m'a permis de découvrir en fait ce gros village africain qu'on appelle continent, mais qui n'est en réalité que le Sénégal sous une autre forme. Et, ou bien que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Conakry, on retrouvait pratiquement les mêmes cultures, cette même envie de faire bouger les choses, mais aussi les mêmes contraintes et les mêmes obstacles en fait qu'on trouve au Sénégal. D'accord. J'ai travaillé dans cet entrepreneuriat africain jusqu'en 2010-2011, avant de sortir du continent complètement, rejoindre Dubaï, parce qu'apparemment c'était vraiment la ville qui émergeait. Et naturellement, j'ai repris aussi les mêmes ce métier, toujours dans l'investissement, mais le volet conseil. Donc très rapidement, sur Dubaï, j'étais cofondateur du cabinet Al-Karama Investment Group, qui faisait ce qu'on appelle du Transaction Advisory Services, conseil en investissement sur les hauts de bilan, accompagner les grandes entreprises. Et là, vraiment, l'évolution, personnellement, c'était en termes de taille. On ne parlait plus de PME, mais on parlait quand même de grosses entreprises multinationales australiennes principalement, qui sont listées sur la bourse ASX, de grosses entreprises africaines qui sont basées à Abidjan dans le secteur des télécoms, où j'ai eu la chance et le privilège de les conseiller sur des opérations stratégiques, soit des levées de fonds, soit de fusion-acquisition, soit des IPO sur Londres. Et ça m'a beaucoup aidé pour voir le continent différemment. Parce que quand on a un dossier d'investissement d'une grande entreprise multinationale basée en Australie ou bien basée à Paris, qui regarde l'Afrique d'un certain œil et qu'on a accès à toute la documentation, forcément en tant qu'Africain, ça change notre... Là, on n'est plus dans... On rentre petit à petit dans l'action. On regarde qu'est-ce qui est en train de se passer dans nos États en termes d'opportunités et de voir comment les gens structurent leur modèle. Notamment aider les PME aujourd'hui à se développer tout en les finançant. Les PME, les grandes entreprises, les entrepreneurs, les startups, on est très ouverts. Des fois, on discute pour remettre même en cause cette définition en tant qu'investisseur parce qu'on est plus un entrepreneur qu'autre chose. Entrepreneur dans le sens où on a voulu casser carrément les règles qui faisaient qu'aujourd'hui, en matière d'investissement, il y avait toute une procédure qui prenait pratiquement 1 an, 2 ans, qui faisait expirer les gens. On misait sur les personnes. Avec toute l'expertise qu'on avait derrière, on s'est dit on va investir. Mais cette déclinaison en fait d'investissement est arrivée plus disons 1 an après. Parce que 2016, quand on a commencé, on s'est lancé dans une transaction extrêmement osée, qui était la reprise de la SOCAS. Qui est, vous pouvez rappeler? Qui est la première une des transformations de la tomate dans le Nord. Une des transformations de la tomate dans le Nord. Et qui a des unités sur Dagana et sur Savoie. Qui est là, en fait, si vous voulez, en tant que pilier dans le Nord, parce que tout simplement structure toute la chaîne, en fait, de la tomate. Et très rapidement, c'est à peu près, disons, 15 000 ménages qui dépendent de cette unité, qui a connu beaucoup de difficultés par la suite, en 2012-2013, avec les importations, mais aussi des soucis dont on passe, et qui était pratiquement à l'agonie avec la sortie souhaitée des actionnaires français. Et c'était, si vous voulez, notre première transaction extrêmement osée, de dire qu'on se portait repreneur.
Non, c'était très compliqué, une très belle leçon. Ça a pris du temps. Déjà, quand on arrive sur la place et on voit une mastodonte comme ça, personne n'osait y toucher. Et on est les premiers et les seuls, je pense, à ce jour, à avoir eu une lettre d'accord de reprise exclusif, d'avoir mené une due diligence sur la boîte et jusqu'au moment de finaliser. Et c'est à ce moment où il y a eu quelques difficultés qui, par la suite, n'ont pas fait aboutir la transaction. Mais ça a été une très belle leçon pour nous, mais aussi une grosse empreinte qu'on a posée sur la place, comme quoi on n'était pas là pour jouer de second couteau, mais on était là vraiment pour jouer un rôle extrêmement important dans nos économies. Tirer les gens à reprendre des activités qui marchent bien, c'est vraiment l'investissement dans le temps. Mais plus tard, dérouler toutes ces stratégies de build-up, d'accompagner les PME, les startups à croître, mais aussi à se solidifier. C'est ça qui a amené la naissance de M&A Ventures, notre premier véhicule dédié aux PME et PMI en 2017, soit un an à peu près plus après qu'on ait lancé M&A Capital. Justement, je voulais qu'on revienne dessus. On a dit de toujours que les PME représentent aujourd'hui 80% de l'économie des pays africains. Le chiffre est-il exact? Et comment se passe aujourd'hui le financement justement des PME? Qu'est-ce que vous faites pour leur apporter ces financements? Passer par les banques? Quelles sont les stratégies, les outils que vous mettez en place pour les accompagner? Si on se réfère un peu sur les dernières statistiques de l'Agence des statistiques Sénégal, ils étaient en train de parler d'un taux qui tourne à peu près de 99,7. 99,7 avec 0,3% d'entreprises qui sont des grandes entreprises. Mais dans ce pool de 97,7, on retrouve les entrepreneurs qui représentent la masse la plus critique. On retrouve les très petites entreprises. On retrouve les moyennes entreprises qui forment en fait ce pool que nos gouvernants, que les gens qui décident appellent des PME. Mais 80% sur le Sénégal, je pense qu'on est en train de parler de 80,3 à 80,7 pour les entrepreneurs, à peu près 16 pour les TPE, PME, carrément très petites et moyennes entreprises. Ça veut dire quelque chose de simple, mais quelque chose d'assez profond. Ça veut dire qu'en fait, on est en train de vivre en fait un changement de mentalité dans ce pays qui a été bâti sur le fonctionnariat, qui a été bâti sur l'employabilité, où pour exister, en fait, il fallait avoir un emploi salarié et que le modèle anglo-saxon qui prônait l'entrepreneuriat et la création de richesses est en train de s'implémenter petit à petit, ce qui est très intéressant et très bien. Et nous l'avons très bien compris. C'est pourquoi en 2017, quand on a lancé M&A Ventures, on l'a lancé de facto avec un portefeuille de 5 entreprises en investissement qui tournaient autour d'1 milliard. Non pas parce que c'était bien, mais encore une fois, c'était pour inspirer. J'insiste beaucoup sur ce mot parce que ce qu'il y a à faire dans nos pays, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, c'est énorme. Et une seule personne, une seule entité, un gouvernement ne peut pas le faire. Ce qui est important, c'est de passer des modèles qui marchent et de les vulgariser pour que les autres sachent que c'est possible, on peut le faire. S'agissant des PME, l'État, depuis quand même, disons, c'est pas seulement ce gouvernement, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, les problématiques reviennent. On sent que les PME sont très représentatifs de l'économie, entre guillemets, parce que les chiffres derrière expliquent beaucoup de choses quand on parle des PME. En termes de volume et de masse, on a beaucoup de PME. Ils emploient beaucoup de personnes parce que tout simplement, de mémoire, si je ne me trompe pas, on est en train de parler d'un peu moins de 400 000 PME recensées au Sénégal. Recensées, je ne parle même pas de l'informel. Si on sait qu'on a une économie qui est structurellement informelle et que les gens, on passe devant, mais qu'on peut caractériser des PME qui ont leur business. À partir de ce moment, ils représentent quand même une certaine masse critique qui fait qu'ils méritent une certaine attention. Malheureusement, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, on parle beaucoup du financement des PME. Des études ont été réalisées par pas mal de cabinets, pas mal de l'aide au développement a beaucoup financé ces genres d'études. Les États ont conditionné, mais on se rend compte que c'est des problématiques qui sont toujours là. Et à partir de ce moment, la lucidité voudrait qu'on puisse se poser pour dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Quand je dis 2015, on a passé une année à discuter des PME avec mon associé. L'actuel, c'est parce que tout simplement, c'était très problématique. Si on veut vraiment atteindre l'émergence, développer nos pays, développer nos économies, on ne peut pas seulement
tirer en fait ce 0,3% de grandes entreprises vers le haut et contenter en fait cette masse de PME dans une situation où on les nourrit en fait de concepts, où on les nourrit en fait de promesses, mais en réalité, si on regarde leur impact sur cette masse, ne représente pas grand-chose. Quelle est la solution? Qu'est-ce que vous Quel est le problème d'abord? On parle de problème de financement, mais les PME n'ont pas besoin seulement de financement. Quand je dis PME, j'englobe l'écosystème. Le financement des PME avec tout ce qui tourne, ce n'est pas seulement un problème. Parce que pour demander un financement, il faut avoir déjà un modèle économique. Il faut avoir un marché, un business model. Il faut savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vends. C'est extrêmement important de s'arrêter 2 secondes. Si les entreprises, les PME sénégalaises ou africaines n'ont pas accès au marché ou n'ont pas de marché en soi-même, si on sort un peu du cadre du marché public, il est très difficile de dire comment on les finance. On ne finance pas ex nihilo. On regarde une activité qui marche, quelque chose qui peut marcher, un segment qui est profond, où il y a des opportunités et on les finance. Malheureusement, il y a 3 problèmes qui se posent. Le premier problème a été réglé au fil du temps, c'était le manque d'expertise. Les gens créaient des entreprises, mais n'avaient vraiment pas l'expertise qu'il fallait pour le faire. Les gens maintenant, avec les jeunes qui étudient, qui se forment, qui commencent maintenant, qui sortent, on est en train d'absorber ce gap qui est là. Le deuxième problème qu'on a, c'est la structuration. Une entreprise, ça demande beaucoup de rigueur. Malheureusement, quand on switch dans l'entrepreneuriat très tôt, on a 2 problèmes. Le problème de survie, les factures à la maison, et le problème de survie de l'entreprise. Qui fait que si la mise en place en fait, des stratégies au sein de l'entreprise prend du temps, on peut être appelé carrément à détruire le modèle entrepreneuriat au profit d'un modèle social qui n'est pas viable. Ça arrive à beaucoup d'entrepreneurs parce que pour entreprendre, il faut assurer ses arrières d'abord. Pour avoir la tranquillité au niveau du business et surtout avoir l'intégrité du business. Autrement, ce qu'on appelle le détournement d'objectifs, de l'argent qui était dédié à l'entreprise, on l'utilise pour payer des factures. À la fin du mois, on ne peut plus payer, ainsi de suite, ainsi de suite. Le troisième aspect, en fait, est lié à l'accès au marché. Il est petit? Oui, pour les petits, mais aussi, quand on dit petit pour nous, tout est petit. Même le Sénégal est très petit, 14 millions dans 8 ans, c'est pas énorme. C'est des marchés très très petits. Donc, quand on revient à une échelle microscopique dans cet environnement déjà petit, ça veut dire qu'on est presque insignifiant. Mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, mais en se projetant. Un modèle économique, un business model ne se limite pas à qu'est-ce que je peux faire tout de suite. Mais si je le fais, comment le marché réagit et quelle est la profondeur du marché? Comment je peux escalader géographiquement, mais aussi escalader côté technique. Et puis connaître son client aussi. C'est extrêmement important. Oui, donc il y a vraiment tout un lot de problèmes en fait qu'il faut adresser avant de parler de financement. On parle de cela parce que tout simplement c'est de façon intrinsèque. En tant qu'entrepreneur, on pose nous les limites, mais aussi l'écosystème étatique n'est pas favorable aujourd'hui, si on le dit, à l'émergence en fait d'entrepreneurs, de PME fortes, telles que nous le prenons. De façon plus simple, il faut pousser les PME, il faut les accompagner. Mais ce qu'on note, c'est qu'il y a un slogan, il y a des concepts. Mais dans le fond, fiscalement parlant, aujourd'hui, il n'y a pas de disposition en fait prise pour permettre aujourd'hui à une PME qui est en train de grandir, de voir son chiffre d'affaires évoluer, de voir l'État l'accompagner à travers des dispositions fiscales, à travers des incidences, à travers beaucoup de choses, toute une panoplie pour que cette création de valeur continue. C'est peut-être là en fait où la communication entre les PME, les gouvernements pêche. Parce que quand l'entreprise crée de la valeur, l'État y trouve son compte. Une entreprise qui crée de la valeur, c'est des emplois qui sont créés, c'est du chiffre d'affaires, on a des TVA qui sont prélevés à la source, qu'on reverse à l'État, des emplois qui sont créés, c'est des richesses qui créent en fait de la consommation. Et il y a vraiment un cercle positif qui est en train de se créer. Malheureusement, il faut oser le dire, le timing de l'État n'est pas forcément le timing des entreprises. Quand on a 5 ans de timing, Pour un mandat, 7 ans, un budget qu'on a poussé dans à des niveaux très éloignés, 3 000 milliards, baqués par des recettes qui sont limite très serrées, complétées par des dons et des subventions, et une grosse partie de dette extérieure,
On passe plus de temps à taper sur ou à structurer des entreprises qui génèrent ces taxes et ces impôts, plutôt qu'à structurer cette masse critique que sont les PME. Aujourd'hui, en fait, les PME, suivant les statistiques de l'État, représentent entre 25 et 30% du PIB. Sur un pays où il y a plus de PME. En termes de recettes fiscales, elles contribuent à peu près entre 3 et 4% des recettes fiscales. 3-4% de recettes fiscales. Et ça explique beaucoup de choses derrière sur l'importance qu'on donne à ces PME pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir les aider à croître, en se disant c'est un investissement sur le long terme. Mais le long terme, les politiques ne le connaissent pas. Quand on est à 5 ans, on ne peut pas connaître le long terme. Et c'est ce décalage en fait qu'on est en train de vivre depuis des années avec des politiques inabouties qui font qu'il n'y a pas de cadre. Rien que la loi sur les PME, le cadre réglementaire fixé date de 2008, il a fallu 10 ans pour avoir un premier draft pour la loi des PME qui était passée en Conseil des ministres en octobre 2018. On attend toujours la version finale. Et même cette version soumise, quand on le regarde en tant que professionnel du métier, il y a énormément de défaillances, énormément de choses incomplètes. Parce que la PME, c'est un gros mot, mais à l'intérieur, la PME service, la PME agricole qui fait de la transformation et la PME qui fait de l'importation n'ont pas les mêmes vocations, n'ont pas les mêmes besoins et encore moins les mêmes attentes. Si on ne les différencie pas, ça veut dire qu'on est en train de mettre des choux, des carottes avec une grosse chèvre à l'intérieur, ça ne va pas aboutir. Vous parliez des banques. Elles ont suffisamment confiance aujourd'hui aux PME pour les accompagner globalement dans leurs projets? La logique des banques, c'est une logique carrément capitaliste. On peut leur en vouloir, je vais en revenir, mais on peut aussi les comprendre. Parce que quand il y a des défauts sur la structuration d'un modèle où un entrepreneur, une PME, a un problème d'intégrité sur ses chiffres, sort 3 bilans, 2 bilans, ou carrément ne peut pas donner des prévisions sur 2 ans, 3 ans, ou je dis n'importe quoi, 1 million va demander à la banque 100 millions, il est très très difficile pour une banque qui a une vocation de prêter de l'argent de suivre. Ça, dans leur métier, c'est quelque chose de tout à fait compréhensible. Mais le problème est beaucoup plus profond que ça. Les banques, aujourd'hui, sont détenteurs du service public. On ne se lève pas pour dire « j'ouvre une banque ». Il y a la Banque centrale qui accompagne, qui cadre vraiment ce dispositif. Et une fois qu'on a la licence avec un investissement de 10 milliards, on a des effets de levier qui nous permettent de lever de l'argent, de collecter l'argent de l'épargne, de lever de l'argent au niveau de la Banque centrale à un taux préférentiel, de faire du bon. C'est là où il est intéressant d'analyser aujourd'hui, est-ce que notre écosystème bancaire est suffisamment dynamique? Je ne parle pas des PME, pour accompagner notre économie dans sa globalité. Là, ça devient beaucoup plus complexe. Quand on raisonne macro, on se rend compte que l'impact sur les PME est beaucoup plus grand. Je m'explique très rapidement. Les banques doivent financer l'économie, doivent aussi en tant qu'entreprise générer. Mais figurez-vous qu'aujourd'hui, parmi toutes les banques qu'on a au Sénégal, je vais juste faire un focus là-dessus, combien de banques sont détenues par les privés nationaux? Les privés nationaux, il y en a pratiquement. Si on sort la BNDE, tout le reste sont détenus par soit la France, le Maroc, ainsi de suite, Ecobank. Mais la réglementation bancaire est une réglementation très dynamique, très rigoureuse. Mais derrière, notre sentiment est que c'est une réglementation qui aujourd'hui, ou un dispositif ne participe pas à l'émergence de nos économies, ne supporte pas les économies en poussant les banques à financer. On dit aux banques des dispositifs prudentiels, c'est très bien. On a eu une crise qui s'est passée il y a 25 ans, 30 ans, qui fait qu'aujourd'hui on a la peur au ventre, on a quand même un régulateur qui est très très respecté, très dynamique. Si on a la licence bancaire et que derrière on finance qui on veut, comme on veut, quand on veut, on crée une certaine disparité, surtout au moment où la notion d'entreprise sénégalaise, c'est une notion qui est tronquée. Pour nous, on n'est pas une entreprise sénégalaise, une entreprise détenue à plus de 51% par un nom sénégalais. Ce n'est pas du nationalisme, c'est une souveraineté assumée. Une entreprise sénégalaise, dans notre entendement, et ce qu'on souhaiterait, c'est que ce soit une entreprise détenue majoritairement par un Sénégalais et reconnue comme telle. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, une entreprise installée au Sénégal, juridiquement de droit sénégalais, qui est une filiale d'une multinationale, je ne cite pas de nom, française, marocaine, whatever, qui s'installe, mais étant des pays plus structurés et plus avancés que nous en termes d'organisation, on va voir cette entreprise bénéficier de plus d'avantages bancaires parce que tout simplement la banque qui l'accompagne vient du même pays et les actionnaires viennent de ces pays. De manière globale, un petit mot sur le futur de l'écosystème.
au Sénégal et plus globalement en Afrique? On est très. Il se passe quelque chose. Oui, il y a quelque chose d'indéniable. Il faut voir à l'aéroport les entrées, les sorties, voir le taux de remplissage des hôtels. C'est des indicateurs très intéressants pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Il y a quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, Il reste beaucoup à faire encore. il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est assez timide et assez peureux ce qui est en train de se passer. Il y a une grosse peur qui se pose sur la place, avec ce sentiment de voir les années à venir devenir des années d'émergence, mais sans les Sénégalais, sans les Africains. C'est un gros risque qu'on court. J'ai l'habitude de dire que le XXIe siècle, c'est le siècle de l'Afrique. Mais si on ne fait pas attention, ça reste sans les Africains. Si on n'a pas le courage de nos politiques, de nos décisions, si on n'a pas le courage de poser des actes qui vont dans le sens global, qui vont dans un sens à impacter tout un écosystème. Je parlais tout à l'heure de la fiscalité. On ne peut pas prendre des mesures fiscales ciblées quand on sait qu'il y a tout un écosystème qui en a besoin. Tout récemment, il y a une décision très saluée qui a été prise par le ministère des Finances d'exonérer la filière laitière de la TVA avec Dolima, c'est quelque chose d'extraordinaire, de très bien. Nous le saluons et nous pensons que c'est dans le sens. Mais ce que nous déplorons, c'est de dire il y a combien d'entreprises comme la LDB qui sont dans la même situation, qui sont en train de structurer des chaînes de valeur, que ce soit dans le secteur à tomate, dans tous les autres secteurs, qui ont besoin de ces mêmes mesures. Si on veut impacter la masse, on ne peut pas utiliser en fait un revolver. Il faut utiliser quelque chose de beaucoup plus large. Et on a besoin de politiques beaucoup plus larges qui impactent l'écosystème dans sa globalité et réfléchir que ce ne soit pas seulement des gens qui ont accès à l'information qui en bénéficient, mais que la PME qui est à Kédougou, qui est à Matam, qui est à Touba, puisse savoir ce qui est en train de se passer et bénéficier des mêmes avantages. On est très confiant par rapport à l'avenir de ces pays, mais on est très prudent aussi. On appelle carrément à ce que des dispositions soient prises, dans le sens à ne pas protéger, mais à faire une discrimination positive en faveur d'un écosystème local, en faveur d'un secteur privé national local. On peut le faire et on doit le faire. Parce que la finalité, ce n'est pas un chiffre d'affaires, encore une fois, c'est de la valeur qui est créée. Et si à la fin de l'année, on se rend compte qu'on a touché seulement des salaires, ça veut dire que l'État sénégalais est même salarié dans son propre pays. Et que la valeur qui a été créée est remontée dans d'autres horizons. Et c'est le risque qu'on est en train de courir au moment où on a un niveau de dette très très élevé, qu'on ne sait pas encore comment absorber. Et c'est le citoyen sénégalais qui doit le payer. Tout à fait. Merci beaucoup, cet entretien tire à sa fin. Merci. C'est un gâteau. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro de Tête à Tête et merci à Glam Style by Mado pour la mise en beauté.